aux Mémoires du Zinc sont consacrées à Thierry Frémont pour la pièce qui joue au Théâtre Hébertot, Thalasso, avec Gérard Darmon. C'est un texte d'Amanda Sters. Thierry Frémont, bonsoir. Bonsoir. Alors donc, on va dire un petit peu ce que c'est que cette pièce-là, parce que c'est comme son nom l'indique, j'allais dire, ça se passe dans une Thalasso. Il y a Gérard Darmon qui est Aristide, qui est un garçon qui annonce qu'il va mourir, et qui semble là comme pour finir sa vie. On verra que c'est pas aussi simple que ça. Vous êtes un psychanalyste qui venait rechercher une femme, en fait. Qui vient rechercher la femme qui était la femme de sa vie, et parce qu'il apprend qu'elle va se marier d'un seul coup, dans un coup de panique, il essaie de venir la rattraper, la recueillir. Mais est-ce que c'est pour l'amour ou pour le fantasme de l'amour, on ne sait pas. Voilà, elle est là. Et puis il y a, de façon très amusante, un couple qui, lui, vient parce qu'il a gagné, il est le couple complémentaire. Voilà, c'est ça. Voilà, alors lui, il veut absolument que trop de Profiter. prestations. Voilà, Ils veulent profiter. Ils veulent profiter. Mais- Voilà. Et bien évidemment, cette recherche, j'allais dire, du poids est un prétexte pour parler de sujets plus graves comme la mort, qui est un des sujets qui C'est la rôde. force d'Amanda Sters, c'est que c'est une comédie, mais qui aborde plein de sujets très importants, comme l'amitié, l'amour, la maladie, la mort. Et tout ça avec une langue très acerbe et très acérée, et en tout cas avec beaucoup d'ironie, de tranchant, et qui visiblement fait beaucoup réagir les spectateurs. Alors vous, au théâtre, on vous a vu dans Signé Dumas, dans Doute. C'est-à-dire que cette carrière de théâtre, pour vous, c'est du continu et vous maniez parallèlement. Oui, j'en ai toujours fait depuis que je fais ce métier. J'ai toujours eu la chance de pouvoir alterner et les projets visuels, que ce soit pour le cinéma, pour la télévision, ou le théâtre. Et en tout cas, je me suis toujours attelé au fait de ne jamais trop lâcher longtemps le théâtre. Alors vous êtes un multidiplômé, vous que l'école a quand même éjecté dans une mauvaise direction. Absolument. On peut le dire. Ah, On peut dire que c'est l'erreur ou la médiocrité des conseillers d'orientation qui m'ont amené vers mon chemin finalement. Bac technique, qu'est-ce que vous envoyez vers quoi? Je faisais un bac, oui, électrotechnique. Électrotechnique, Vous dans voyez, les F quelque chose à l'époque? F3. F3, ouais, Voilà, d'accord. donc vous voyez, j'étais pas du tout dans mon élément, je me suis très vite rendu compte de ça et je souffrais. Et à un moment, je me suis dit en terminale, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? J'ai envie d'être dans la lumière, j'ai envie d'être créatif, j'ai envie de prendre la langue française à bras le corps. Qu'est-ce qui me permettrait de faire ça? Et j'ai envie de changer de peau parce que j'étais pas bien dans la mienne. Acteur. Voilà, et puis les récompenses et les diplômes, parce que vous êtes, j'allais dire, multidiplômé vous êtes aussi bien au théâtre, de Molière, vous êtes aussi au cinéma, César, et vous êtes à la télévision. Est-ce que vous êtes d'un milieu modeste? Est-ce que c'est une sorte de revanche ou bien vous n'êtes pas du tout sur ce registre-là? Pas du tout là. Non. Longtemps, ça a été, peut-être au début de ma carrière, j'avais un côté comme ça, ce qui a été un moteur, c'était revanchard sur la vie, de dire attends, la vie a voulu m'imprimer, me mettre dans un moule qui était... parce que quand on est fils de prolétaire, on vous oriente plutôt vers ceci ou cela. Et ça, j'ai eu une revanche par rapport à ça, mais j'ai grandi. Il aurait été dommage pour moi ou un peu pathétique de rester là-dessus. Et j'ai d'autres moteurs maintenant. Oui, et puis il y a eu un beau moteur, c'est votre maman. Parce que je suis aussi d'un milieu où ma maman m'avait dit de théâtre, non, moi aussi j'ai fait un petit bac technique. Ah oui? Ouais, mais vous avez une maman qui a dit. Ma mère, elle était passion. incroyable. Ma mère, qui n'est pas une femme du verbe, qui n'est pas une phraseuse, qui est une femme simple, mais de grand cœur, m'a dit écoute, si tu as une passion, vas-y. Et je veux dire que ça résonne toujours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le jour où ils m'ont donné César, j'ai donné mes parents parce qu'ils avaient été tellement importants pour moi. Sur une étagère dans un salon, Voilà. votre César. Bon. C'est notre séquence punching ball, vous frappez. Quel est ce sujet sur lequel vous avez envie de pousser un coup de gueule? Non, mais je réagis comme beaucoup à ce qui se passe par rapport au sans-logis. Je veux dire, quand on se rend compte qu'on est au XXIe siècle, on est encore avec des 100 000 personnes qui sont en quête de logement à Paris et qui nous sont apparues d'une façon très violente l'année dernière grâce à l'initiative des Don Quichotte, qui nous ont sauté à la gueule avec ces tentes à Paris et qui ont concrétisé le malheur et la perdition. Là, il y avait une mise en scène nécessaire. Mais c'était important et d'ailleurs c'est ce qui a marqué les esprits et je pense qu'il est très important à une période où la plupart des gens meurent d'Alzheimer, c'est d'une grande vieillesse ou de cholestérol, de se rendre compte qu'il y a aussi des gens qui meurent de faim. C'est aussi une espèce d'ironie de notre société. Est-ce que votre origine sociale vous a particulièrement sensibilisé à ça? C'est-à-dire vous venez d'un milieu, vous avez certainement des amis et vos parents ont des amis qui sont dans des situations... Mais moi j'ai entendu souvent mes parents qui parlaient de leur fin de mois en disant se serrer la ceinture, c'était pas du vent, c'était du vécu. Et par rapport aux sans-abri, vous avez envie de vous engager, vous allez participer, il y a des rassemblements qui se font très régulièrement J'aimerais avoir le temps et l'occasion, oui, si je peux le faire, mais je ne suis pas militant, j'en parle simplement avec mon cœur et je
pense que c'est pas une question, c'est pas un raisonnement politique. Je veux dire, c'est simplement voilà, réagir par rapport à cette détresse qui nous saute à la gueule. Et je pense qu'il est le DAL a vraiment quelque chose à faire. Cette interpellation des politiques, vous la sentez nécessaire? Vous vous sentez en position? Vous êtes, elle est nécessaire et elle est surtout encore trop molle. Ouais. C'est ce que dit le DAL, c'est qu'il y a plus de 100 000 logements vides à Paris, pas forcément des logements appartenant à des propriétaires, mais des endroits vides qui pourraient accueillir... Vous êtes pour les réquisitions, par exemple? Pour les endroits qui sont des endroits vides, des espaces qui pourraient accueillir les gens, bien sûr. Pas la réquisition d'appartements, parce que ça, bon... Là, c'est un autre discours, je ne me lancerai pas là-dessus, mais on sait qu'il y a des espaces vides qui permettraient d'accueillir les gens. Ou la réquisition de terrains dans des communes où le quota de logements sociaux n'est pas atteint. C'est une proposition? Sans doute, bien sûr. C'est une proposition que vous soutiendriez? Elle me semble claire et logique. Je crois que ça ferait des ravages dans certaines villes. Sans doute, et qui ferait grincer quelques souliers. Oui, absolument. Alors, coup de sifflet, c'est une séquence qui nous donne l'occasion de revenir sur des critiques qui n'auraient pas été très aimables, on en a tous. Pas trop, hein. Mais moi, je dois dire, je peux pas cracher dans la soupe. J'ai jamais été vraiment écorné par la critique. Ils ont toujours été plutôt... c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver, mais vous savez, on cherche et on finit par trouver au moins quelques propos. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde et des projets parfois ne plaisent pas aux gens. Alors j'ai le doute de Shanley, c'est-à-dire cette pièce où vous jouez un prêtre qui est soupçonné de pédophilie. Alors là, je lis ce petit encart, vous me direz, c'est Bruno Bouvet dans La Croix qui dit « Cette exploitation du fait divers dérange, comme si elle se servait qu'à pallier les faiblesses du texte. Le personnage du prêtre manque cruellement de consistance et le suspense sur sa culpabilité, orchestré de façon assez douteuse, tourne court. » Alors je vais répondre en 2 secondes et je vais l'assassiner à mon tour. Hein. Oh non, voilà. Simplement, ça n'engage que lui puisque ce texte a quand même a eu le prix Pulitzer. Ça fait 2 fois seulement dans l'histoire du prix Pulitzer qu'un auteur de théâtre a le prix Pulitzer. Arthur Miller pour Les Sorcières de Salem. John Patrick Cheney pour doute, donc sa critique, je ne sais pas où il en pense ce qu'il veut. Et je pense que s'il a réagi comme ça, c'est parce qu'il écrit dans La Croix et on parlait d'un prêtre pédophile et ce sujet dérange fort ces messieurs dames de La Croix. Comment vous réagissez en général, les critiques? On vous les apporte, vous les lisez Je les lis. Moi, j'arrive. De toute façon, quand on fait un métier artistique, il faut s'attendre à être critiqué. Je veux dire, sinon, il faut rester chez soi et faire du théâtre dans sa chambre de bonne. Hein, je veux dire. Donc, voilà, j'arrive à avoir beaucoup de distance avec ça et je vous dis. Pour l'instant, j'ai jamais été vraiment... j'ai jamais vomi et passé des cauchemars suite à une critique qui m'aurait assassiné personnellement. Ce miroir pour la séquence admiration. Alors qui avez-vous choisi d'admirer, si je puis dire, ce soir? J'ai amené ce support, mais c'est pas de ce support-là en particulier que je voulais parler. Je voulais parler de Patrick Devers, qui est un acteur extraordinaire, magnifique. Série noire, beau film aussi, film de Série noire est un extraordinaire film, un des plus grands films du cinéma français, où il y a en tout cas une performance d'acteur comme il y en a rarement eu. C'est un acteur, moi, qui m'a guidé, mais en tout cas qui m'a ébloui, qui m'a subjugué par son engagement, de film en film, d'une telle sincérité que ce soit dans le drame ou dans même les comédies qu'il a pu faire, une telle sincérité, un tel engagement avec ses personnages, cette façon d'être tout le temps sur le fil. On peut toujours tomber parfois même dans le grotesque, mais non, il est tellement sincère que c'est juste dramatique et tragique. Est-ce que c'est pas parce que ça vous ressemble aussi, cet engagement dans les personnages? Et Francis Saul, vous le dites, vous avez été limite quand même avec Francis Saul, mais il vous a habité tellement. Oui, en tout cas, c'est vrai que c'est quelqu'un qui me guide. J'adore ce comédien. Et puis c'est vrai qu'en plus, il a quelque chose, une quête d'absolu. Il est comme une rockstar. En plus, il est mort jeune. Comme il le dit lui-même dans Préparez vos mouchoirs, quand il parle de Mozart. 33 ans, lui il est mort à 35, mais 35 ans, la perte, tu te rends compte de la perte. Ce qui est hallucinant, c'est qu'il est d'une modernité absolue. C'est un acteur presque de notre génération, en même temps il est déjà rentré dans le panthéon des... Il est déjà aux côtés des Gabin, Ventura, Bourvil, alors qu'il est arrivé comme bien après. Oui, bien sûr. Mais il est tellement incontournable, indispensable. Et des fois vous vous dites,
le cinéma français n'aurait pas été pareil s'il était resté en ville. Ouais. Absolument, et même dans Série Noire, la performance qu'il fait dans Série Noire, son engagement, cette façon de... Même je me souviens de cette scène où il met des coups de tête dans le capot, il la met massacre, des vrais coups de tête, donc, je veux dire, il y a une forme de folie, de jusqu'au boutisme, quelque chose de rock'n'roll que j'adore. Thierry Frémont, vous avez la caméra dans la main, ça veut dire que vous avez décidé de nous emmener dans un événement un peu privé. Alors lequel avez-vous choisi? Non, moi, il m'est arrivé une anecdote qui peut-être raconte le jusqu'au boutiste que je suis. Parce qu'il m'est arrivé une histoire quand j'avais 14 ans. Je rentrais du lycée et il y avait une longue avenue qui me ramenait chez moi. D'un seul coup, une sirène de pompiers se met à sonner dans la ville, alertant les pompiers qu'il y a un événement. Et j'entends cette sirène comme tout le monde et je continue à marcher. D'un seul coup, j'entends une voiture de pompiers qui s'approche. Moi, j'étais sur une grande avenue qui s'approche par une rue perpendiculaire qui est sur ma gauche. J'entends cette voiture de pompiers arriver à fond les ballons, qui se rapprochait de plus en plus vite et qui déboule dans l'avenue dans laquelle j'étais en train de marcher et qui, visiblement, déboule beaucoup trop vite. La voiture de pompiers, une voiture qui est censée sauver les gens. Hein. Donc, et qui rate complètement son virage et qui d'un seul coup arrive dans l'avenue et en totale perdition. Et donc je suis comme dans un ralenti, je dis il est en train de se foirer et j'ai l'impression qu'il me vient droit dessus. Et c'est pas possible, il veut me... Mais oui, et tout ça se passe en 4 secondes et je le vois arriver pleine vitesse sur moi. Et donc j'étais contre un mur et cette voiture de pompier est arrivée droit sur moi. J'ai eu le réflexe de sauter en l'air, il s'est encastré dans le mur, je suis retombé sur le capot. C'est-à-dire que si je n'avais pas sauté, je ne serais plus là. Et donc, je me suis rendu compte déjà à 14 ans que la vie pouvait s'arrêter comme ça. Ça m'a traumatisé pendant une semaine en me disant mais voilà, j'aurais pu mourir. Et d'un seul coup, voilà, et ça aussi d'un seul coup complètement arrêté sur l'ironie du sort. Enfin, dire, cette voiture qui est censée sauver les gens aurait pu être mon exterminateur. Et raconte peut-être pourquoi cette façon que j'ai, en tout cas de m'engager absolument dans tout, à fond dans mes projets, parce que je sais que ça peut... Ou dans votre carrière, parce que quand vous avez choisi de faire du théâtre, quand vous êtes aperçu qu'on s'était fourvoyé pour vous... J'y suis allé à fond, et déterminé et convaincu que j'allais faire mon trou. Mais est-ce qu'on ne laisse pas un peu de sa vie privée sur le chemin, dans ces cas-là, quand on est aussi jusqu'au boutiste que vous? Il est vrai que mon métier est une maîtresse importante. Et exigeante. Et que parfois, ma vie privée peut en prendre un coup. C'est quand je suis engagé dans un projet qui m'amène vraiment à muter, comme ça m'est déjà arrivé quelques fois, malheureusement, c'est difficile à vivre une vie sociale absolument normale. Et vous choisissez le travail. Quand il y a cette alternative, vous choisissez le travail. J'espère que mon entourage, dans ce qu'elle comprend. Alors parfois ils comprennent, parfois ils ne comprennent pas. Ça peut être facile tout de même. Non, c'est pas facile. Ouais. C'est une passion. Je suis conscient que j'ai une passion. Je remercie le ciel de tous les jours d'en avoir une. D'ailleurs, j'oublie pas la phrase de ma mère. Tu as une passion, vas-y. Je suis conscient que j'ai une passion, que cette passion m'amène que j'en vis. Je suis reconnaissant de ça et je ne peux pas l'oublier. On vous est reconnaissant de votre passion, parce que quand on vous voit sur scène, nous, très égoïstement, on en profite, si je puis dire. Donc on parlait avec vous, Thierry Frémont de Thalasso, cette pièce d'Amanda Sterz que vous jouez au théâtre Héberto, mise en scène de Stéphane Garantillier. En tout cas, Thierry Frémont, je me permets de vous saluer parce que j'étais très heureux de vous rencontrer. Merci beaucoup. À vous.